enregistrement, ce qui permet aux personnes qui n'ont pas pu être avec nous ce soir de regarder, de visionner, de s'instruire de ce papotage commun, cette réflexion commune après une présentation de Jenlise Favre et Letgin Polater sur l'intelligence artificielle. Mérite-t-elle un statut juridique? On en tirera des conclusions dans une grosse heure. L'idée de ces penser agir a germé d'un livre que Xavier Comtesse a édité et coécrit avec 56 autres auteurs sur des sujets divers et variés et intéressants d'actualité. Cela nous a donné de vous proposer, quoi qu'il arrive pour l'année qui vient, ces bavardages de début de semaine sur ces sujets-là, tirés de ce livre avec des auteurs qui profitaient pour faire signer, même virtuellement, qui sont tout nouveaux sur notre planète conférence et voilà, on se réjouit de mieux découvrir. Voilà, vous aurez, après le quart d'heure qu'il aurait donné, des fois ça dépasse un peu parce que c'est toujours intéressant, vous aurez toutes et tous une minute royale pour en faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez parler de vous ou pas, vous pouvez parler du sujet de ce soir, poser des questions interpellantes, ce qui fait que peut-être vous êtes là ce soir. Ça sera la dernière conférence face à face de 2020. Dieu, ce qu'on se réjouit de tourner cette page de 2020 en souhaitant que 2021, évidemment, ne soit pas pire. Voilà, on va lancer les feux et je vais demander peut-être à Jenlise Favre d'abord et ensuite. Ah, je crois que ça a coupé, non? Ah, il y a un problème. C'est bon, ça marche? Moi, je vous entends, mais je ne vous vois plus. Oui, allez-y, Jenlise, je pense que c'est juste Enza qui a été coupée. Elle va se reconnecter, je pense. On commence par les présentations, peut-être, alors du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Jane, je te laisse te présenter, peut-être. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Merci de vous connecter un lundi soir à ce e-dialogue. Je me présente, Jenlise Favre, je suis avocate associée au sein de l'étude d'avocat Archipel à Genève et avec une spécialisation dans les nouvelles technologies. Et donc, peut-être que je me présente aussi, donc Leslie Polater, avocate depuis bientôt 10 ans, et je suis passionné de nouvelles technologies également. Et on a créé avec Jenlise et Xavier et d'autres juristes et des mathématiciens, codeurs, une association qui s'appelle Code IA. Donc, c'est un think tank dont le but est de comprendre l'intelligence artificielle, donc en réunissant des juristes et des praticiens concrètement de l'intelligence artificielle, de la comprendre et, cas échéant, de tenter de l'encadrer d'un point de vue juridique. Et j'ai oublié de remercier le Enza pour l'invitation, et je remercie également tous ceux qui sont présents un lundi soir et le CDE de nous avoir donné cette opportunité d'être ici. Merci. Donc peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Alors, le thème de la conférence, du e-dialogue plutôt, l'IA mérite-t-elle un statut juridique? Alors, on va tenter de répondre à cette question. Donc, qu'est-ce que l'IA? Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur la définition. Vous pouvez googler, maintenant on est devant nos ordinateurs, on aura 200 définitions différentes. Il faut savoir que juridiquement, aujourd'hui, il n'y a aucun législateur, aucun pays n'a concrètement défini dans ses lois qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Donc nous, on s'est lancé
on a posé une, qui, on n'invente rien, c'est des informations qu'on a trouvées sur Internet, évidemment. On dit que l'IA, c'est une technologie informatique basée sur des algorithmes et qui permettent de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Donc, on distingue l'IA forte de l'IA faible. L'IA faible, c'est l'IA qui est non sensible et non consciente. Concrètement, c'est une IA qui ne sortirait pas du cadre pour lequel elle a été créée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IA faible. L'IA forte, pour imager, pour faire un peu dans le cliché, c'est concrètement c'est ce robot qu'on voit dans les films de science-fiction, donc l'égal de l'homme en robot. Et aujourd'hui, il n'y a pas de consensus non plus. Beaucoup de scientifiques ou beaucoup de personnes qui sont actives dans le domaine de l'intelligence artificielle disent qu'on ne pourra jamais atteindre ce niveau. D'autres disent que c'est possible, mais aujourd'hui, l'état de l'art est qu'on en est très, très, très loin d'atteindre cette IA forte. Concrètement, un robot qui est capable de sensibilité, de conscience. Donc, en fait, il faut voir l'IA aujourd'hui comme c'est des logiciels de facilitateurs de la pensée humaine et de la prise de décision. C'est des accélérateurs qui permettent de réfléchir, on va dire, qui permettent de prendre une décision qui sont basées sur une quantité phénoménale de données. Et concrètement, ça facilite le travail de l'homme. Et donc, c'est un accompagnateur dans les professions. Et typiquement, on en parlera après, mais on peut prendre dans le domaine de la médecine. Il y a quand même pas mal d'avancées ou pas mal de choses qui sont faites, des points positifs qui sont faits grâce à l'intelligence artificielle. On peut passer à la slide suivante, Jane, je pense. Donc, Lesguin a répondu à la question bien compliquée, qu'est-ce que l'IA? Moi, j'ai une tâche beaucoup plus simple, qui est de répondre à la question, qu'est-ce qu'une personnalité? Qu'est-ce que la personnalité juridique? C'est beaucoup plus simple, vous vous en rendrez compte. Donc, la personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations. Donc, c'est vraiment titulaire de droit et assujetti à des obligations, comme vous êtes tous, en tant qu'être humain, titulaires de droit et vous êtes tous aussi assujettis à des obligations. Donc, on se demande, vous pouvez vous demander, mais comment ça se fait que finalement, tellement régulièrement, on entend le débat qui consiste à savoir si la personnalité juridique doit être octroyée à une technologie qui est l'IA. Aujourd'hui, on se rend compte que la technologie de l'IA est capable de raisonner, elle est capable d'apprendre et elle est capable de créer par elle-même. Donc, elle a vraiment des spécificités qui appartiennent normalement à la nature humaine. Lorsque on prend par exemple l'exemple, on vous le montrera tout à l'heure, du tableau de Nex Rembrandt, c'est une véritable œuvre d'art qui a été créée par une technologie et pas par un être humain. Il y a des technologies qui sont capables de générer des musiques, de créer de la musique. Il y a des drones intelligents, il y a des technologies qui permettent de juger, de rendre des jugements. Alors heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, pour l'instant, aucune législation ne rend des jugements grâce à l'intelligence artificielle, mais elle peut aider. Et on se rend compte aussi que cette technologie de l'intelligence artificielle peut être extrêmement dangereuse parce qu'elle peut aussi générer de nombreuses fake news. Donc, en fait, du moment qu'on se dit l'IA est capable de prendre des décisions, du moment que l'IA est capable de raisonner, d'apprendre, de créer, du moment que l'IA a tous ces attributs qui sont propres à l'être humain, dans ce cas-là, il est logique, selon nous, qu'il y ait un débat autour de la question de savoir si oui ou non il faut octroyer à l'IA une personnalité juridique. Alors, toujours pour continuer sur le débat, évidemment, c'est un débat de société. Je crois qu'il n'y a pas un jour qui passe, si on lit la presse spécialisée ou non, on ne parle pas d'intelligence artificielle. Beaucoup de révolutions industrielles, mais en tout cas une, je ne sais plus laquelle dans la chronologie. En gros, on a remplacé concrètement les bras et les jambes des humains par des machines.
Aujourd'hui, l'algorithme, donc l'intelligence artificielle ou la technologie qui est adossée, on cherche à remplacer le cerveau humain. Donc, la plupart des révolutions, on sait qu'elles s'accompagnent d'adaptations législatives. Donc, on a créé la responsabilité du fait des produits, on a créé les sociétés de capitaux SA, SARL. Ça accompagne, disons, tous les développements économiques, ça accompagne l'innovation. Et nous, on est d'avis que, et je pense que ça va être le cas pour beaucoup de pays et pour beaucoup de personnes, que l'intelligence artificielle qui est elle-même une technologie, qui est utilisée également dans beaucoup, en gros, dans tous les domaines de la vie, il peut y avoir de l'intelligence artificielle. On l'a vu de l'art jusqu'à la création, jusqu'à la médecine. Et on estime que ça devrait être encadré par des droits et également soumis à des devoirs, donc la technologie. Mais surtout, ça doit être régulé par un organe de surveillance. Alors, on a mis organe de surveillance, mais ça doit être surveillé concrètement, l'intelligence artificielle, ou l'usage qu'on en fait. Donc, nous, on est de cet avis-là. Pourquoi? Parce que, comme Jenny l'a dit, il y a des aspects positifs et qui peuvent être étonnants en bien. On peut avoir une création artistique, on peut avoir une intelligence artificielle qui compose de la musique. Dans le domaine de la médecine, ça peut être très bien. Mais on peut également avoir des dangers. On l'a vu, il y a des fake news, il y a certains biais de pensée que la machine se crée en allant puiser des données pour rendre une décision ou pour, disons concrètement, pour rendre une décision concrètement ou pour donner un avis. Et on voit que certains biais peuvent être des biais qui sont liés à des critères racistes. Et donc là, effectivement, c'est tous les dangers de l'intelligence artificielle. On a, Xavier, il aime bien prendre cet exemple, on a les drones tueurs. Aujourd'hui, concrètement, on a créé des drones dans le domaine militaire qui peut, sans intervention de l'homme, regarder où est la menace concrètement et décider d'appuyer, d'envoyer une bombe là où il le veut. Et en fait, c'est l'intelligence artificielle, c'est la machine elle-même qui prend cette décision-là. Donc là, on atteint quand même, on est sur le fil entre les bienfaits et évidemment les dangers de l'intelligence artificielle. La slide suivante, Jane, je crois que c'est pour toi. Oui. Donc, effectivement, comme Lesguine l'a dit, l'IA devrait être encadrée, elle devrait avoir certains devoirs parce que l'IA peut être dangereuse. L'IA devrait avoir certains droits parce que l'IA peut faire des choses qui sont assez exceptionnelles. Alors, je pourrais vous donner pléthore d'exemples de droits qui devraient, selon moi, être octroyés à l'intelligence artificielle. Mais je vais vous donner un exemple extrêmement parlant qui est le droit d'auteur. La loi fédérale sur le droit d'auteur précise que l'auteur d'une œuvre ne peut être qu'une personne physique. Alors ça, c'est le cas pour la loi suisse, mais sachez que les lois européennes ont exactement le même concept. Les lois aux États-Unis, pareil, en Chine, en Asie, enfin un peu partout sur cette terre, je crois. Alors, je n'ai pas fait un examen de droit comparé des législations mondiales, mais en tout cas de celles qui sont le plus connues, partent de l'idée que peut être un auteur exclusivement une personne physique. Or, tout le monde est d'accord avec le fait que l'IA n'est pas une personne physique, mais pourtant, l'IA est capable de créer des œuvres et des œuvres d'art. Et par exemple, je vais vous montrer le tableau de New Rembrandt. C'est un tableau qui a été créé par le biais d'un algorithme, un ordinateur qui a été nourri de nombreuses datas qui constituent l'œuvre de Rembrandt. Et cette technologie a permis de créer une nouvelle œuvre d'art. Donc, ce n'est pas une reproduction d'un Rembrandt, c'est un nouveau Rembrandt, mais c'est un Rembrandt qui aurait pu être peint par Rembrandt. Or, cette toile, qui a été imprimée en 3D d'ailleurs, elle n'a pas de copyright. Elle n'est pas protégée par le copyright, elle n'est pas protégée par le droit d'auteur. Mais en revanche, cette photo-là, ce selfie que Lesguine et moi, on a fait tout à l'heure en moins d'un quart de seconde, eh ben, elle est protégée par le copyright. Donc, quand même, se pose la question de savoir pourquoi cette œuvre-là ne peut pas être protégée à ce jour par le droit d'auteur, alors même que ce selfie ridicule, lui, l'est. Donc, selon moi, il y a des évolutions législatives qui doivent clairement
être réalisées assez rapidement. Donc là, c'est l'exemple du droit d'auteur, mais on peut citer également l'exemple de l'inventeur d'une invention qui génère un brevet. La règle est la même. L'inventeur d'un brevet d'une invention qui génère un brevet ne peut être qu'une personne physique. Or, on le sait tous, les technologies de TDIA peuvent inventer, mais néanmoins, elles ne peuvent pas être reconnues comme inventeurs. Donc, il y a, à mon sens, on est arrivé à un stade où il y a un gap à faire et il faut ouvrir un petit peu nos législations et les adapter à cette nouvelle technologie. Merci Jane, on a parlé des droits. Évidemment, là, on peut parler des devoirs. Encore une fois, on n'a pas la prétention d'exhaustivité parce qu'on est tenu par le temps. Et puis, franchement, le sujet est beaucoup trop vaste. Et peut-être qu'on a oublié de faire un autre disclaimer au début. Le sujet change. Hein. Chaque 3 mois, il peut y avoir de nouvelles technologies liées à l'IA. Et donc, c'est à peu près ce qu'on sait aujourd'hui, nous, ce qu'on pense aujourd'hui, mais ça peut changer dans 3, 4, 5, 6 mois. Donc, pour revenir sur les devoirs de l'IA, donc la responsabilité, pourquoi est-ce qu'on parle de responsabilité finalement pour une intelligence artificielle qui finalement, si on réfléchit, ce n'est qu'un logiciel qui a été codé par l'homme. On sait qu'il y a des voitures autonomes, par exemple, pour prendre l'exemple, on sait qu'il y a des drones tueurs, comme on l'a dit avant, et on sait également que celles-ci sont capables de prendre, alors toujours dans un cadre qui a été fixé par l'homme, évidemment, mais elles sont capables de prendre des propres décisions par rapport à l'environnement qui les entoure. Concrètement, elles vont repérer des informations et elle est capable de prendre sa propre décision. Et ça, c'est encore un autre débat, mais parfois, l'être humain n'arrive même pas à comprendre concrètement comment est-ce que la décision a été prise. Bon. Alors aujourd'hui, si on prend l'exemple de la voiture autonome, on va dire, bon, il y a une responsabilité pour l'effet des produits et on va dire, bon, concrètement, celui qui est responsable, c'est celui qui était détenteur de la voiture, le propriétaire de la voiture. Bon, ok, très bien. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a certains éléments et il y a certaines intelligences artificielles et de plus en plus surtout, parce que plus ça va, plus la technologie s'autonomise, elle s'améliore, voire elle s'empire. Qui est responsable concrètement de ça? Maintenant, est-ce que concrètement, on peut rendre responsable celui qui a acheté une voiture pour une voiture autonome, qui fait un choix qui va dire qu'on peut qualifier après coup comme étant malheureux? Est-ce qu'on peut rendre responsable le fabricant qui va dire ah mais non, moi c'est pas mon problème, c'est la machine elle-même qui a pris sa décision, moi j'y peux rien. Bon, ça c'est tous ces sujets qui ont plus de l'éthique. C'est des sujets, disons, c'est une problématique légale. Et ça doit être encadré et il faut qu'on puisse, disons, le définir. Un autre problème qui, pour moi, c'est la slide suivante, Jane. Oui, je la passe. Ouais. Un autre problème pour moi, et moi je pense que c'est encore plus dangereux, et il faut être très précautionneux avec ça, c'est, comme on l'a dit, l'intelligence artificielle prend des décisions sur la base des données qu'on lui fournit, ou qu'elle-même est capable d'aller récolter. Pour prendre l'exemple de l'intelligence qui peut aller récolter du logiciel d'intelligence artificielle qui peut aller récolter des données, on a eu un article de journal récemment qui a été pondu par une intelligence artificielle. Et en fait, le journaliste, donc l'algorithme, est allé récupérer des milliards et des milliards et des milliards de données pour pondre un article qui était très bien écrit. Et en fait, on n'arrive plus à faire la distinction entre qu'est-ce qui a été est-ce que ça a été écrit par l'homme ou par la machine? Juste pour donner un exemple par rapport à ça, il y a 26 000 personnes qui ont lu l'article et il y a une seule personne qui a réussi à deviner que c'était une intelligence artificielle qui avait écrit l'article. Donc, ça, c'est pour le côté fun qui peut limite être drôle, mais il y a également des aspects dangereux. Donc, concrètement, quelles données on donne et comment est-ce que les données sont interprétées pour donner un aperçu de ce qui peut être dangereux. Aux États-Unis, ils avaient compilé des jugements de cour, d'instances, et en fait, des milliards et des milliards de données encore. Hein. Et en fait, après, ils avaient demandé à une intelligence artificielle de juger un cas. Et il s'est avéré que sur la base des données qu'on lui avait données, le logiciel a pris des décisions qui étaient basées sur la couleur de peau. En fait, on a remarqué qu'une personne de couleur noire était plus facilement condamnée qu'une personne de couleur blanche. Tout ça parce que les données qu'on lui a données, le logiciel les a interprétées comme ça.
Et donc ça, c'est vraiment les aspects qui sont très, très dangereux par rapport à l'intelligence artificielle. On a également les fake news. Concrètement, on l'a vu, on crée de l'information, souvent mal rédigée, hein, ça on le remarque tout de suite. Mais on crée quand même de l'information qui est fausse et mensongère. Et ça peut, comme on l'a vu, ça peut inférer dans certains processus démocratiques. On l'a vu récemment, ou peut-être il y a 4 ou 5 ans dans certains pays. Et donc ça peut être très problématique. Donc ça, on va dire, c'est un peu le côté obscur de l'intelligence artificielle. Alors comment contrer ça? C'est contrôler en amont les données. Est-ce que c'est des bonnes données qu'on donne au logiciel? Est-ce que les données respectent notre constitution? Est-ce que les données ne sont pas biaisées? Et donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Alors nous, on a écrit là, les données introduites, en gros, doivent être nécessairement contrôlées comme la FINMA, un permis d'exploiter aux entreprises qui exploitent l'intelligence artificielle. Alors peut-être que ça va trop loin, un permis d'exploiter. On sait que ça peut être un frein actuellement au développement des startups actives dans l'intelligence artificielle. Et Dieu sait qu'il y en a, et Dieu sait qu'on est pas mal en Suisse par rapport à ça. Donc peut-être pas, mais disons peut-être, admettons, on peut dire un organe de contrôle au sein des sociétés, comme ça se fait pour la protection des données, respecter que certains critères éthiques soient respectés, concrètement contrôler que certains critères éthiques soient respectés lorsqu'on alimente l'intelligence artificielle, et notamment lorsque la décision est donnée, que celle-ci n'est pas à l'encontre de certaines de nos valeurs, actuelles. Voilà. Jane? Oui. Et dans la suite de notre réflexion, nous pensons qu'il faut réfléchir à l'IA sur ses droits, ses devoirs, qu'il faut réfléchir à la mise en place d'un organe de surveillance, mais il faut également un encadrement spécialisé. Donc, nous pensons que la mise en place de tribunaux spécialisés serait de bon augure, comme ce qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça en Suisse, lorsque le tribunal fédéral s'est doté d'un particulier qui est le tribunal fédéral des brevets notamment. Les brevets, le domaine des brevets est un domaine tellement technique, tellement pointilleux, que tout le monde n'est pas à même de comprendre un brevet et tout le monde n'est pas à même de rendre une décision correcte en droit et en technique. Donc, du coup, le tribunal fédéral s'est doté d'un tribunal spécialisé. Et nous pensons également qu'une réglementation générale devrait être mise en place et l'exemple du RGPD est un très très bon exemple parce que le RGPD, comme vous le savez tous, c'est une loi qui émane de l'Union européenne, mais qui pourtant est applicable un peu partout dans le monde. Donc, le RGPD est un magnifique exemple, selon nous, d'une loi pas nationale, mais qui émane de l'Union européenne, mais qui a des émanations un petit peu partout. Et une réglementation générale de l'intelligence artificielle qui devrait notamment traiter d'aspects éthiques et d'aspects beaucoup plus réglementaires. Alors, Lesguine a suggéré tout à l'heure le permis d'exploiter en disant que c'était peut-être aller un petit peu trop loin. Selon moi, c'est pas aller trop loin, c'est vraiment ce sur quoi on devrait tendre. Mais ça, c'est un débat. Et voilà, donc l'IA devrait être encadrée. Alors peut-être juste pour cette réglementation, on a vu que la RGPD, ça marchait plutôt pas mal. Et aujourd'hui, peut-être pour expliquer comment ça se passe, beaucoup le savent, hein, mais il y a 3 pôles aujourd'hui pour l'intelligence artificielle. Il y a l'Europe, et les États-Unis et la Chine. Alors la Chine, je n'ai pas envie de dire que c'est le côté obscur de l'IA. En fait, ils sont très très bons là-dedans, hein, évidemment, et pas que pour le côté obscur, mais en fait, ils ont beaucoup exploité également l'intelligence artificielle pour, si je peux le dire, fliquer leurs citoyens. Pour les encadrer, ils ont attribué des points de citoyenneté. Et ça, c'est un côté qui peut peut-être être dérangeant dans nos conceptions. Dans l'autre côté, on a les États-Unis où ils n'ont rien. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. C'est le Far West complet. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui… Et là, ça pose des problèmes évidemment éthiques. Est-ce que on a vu avec toute la problématique des fake news. Et peut-être que l'Europe, ou la Suisse notamment, on a peut-être notre coup à jouer là-dedans. Pourquoi on a notre coup à jouer? Parce que c'est un bon pôle, on a les compétences, on a les ingénieurs, on a des juristes,
Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Pour donner un exemple, et aujourd'hui, on sait que beaucoup de pays ne jalousent pas la RGPD parce que beaucoup voient ça comme un frein à l'innovation ou au développement économique. Et je pense que la Suisse et l'Union européenne peuvent avoir un rôle, on va dire, un rôle d'exemple concrètement sur comment est-ce qu'on peut encadrer l'IA et comment faire en sorte que l'IA, l'intelligence artificielle, soit au service de l'homme, pour l'homme et non pas au détriment de l'homme. Voilà. Donc, notre dernière slide, on va répondre à la question qui nous a été posée. Faut-il doter l'IA d'une personnalité juridique? Alors, les avis divergent, et ils divergent entre Lesguine et moi notamment. On n'est pas exactement d'accord. Selon moi, du moment qu'on parle d'octroyer des droits, d'octroyer des devoirs d'organes de surveillance et d'un encadrement spécialisé, selon moi, c'est vraiment une sorte de copier-coller de ce qu'on peut voir et ce qu'on fait avec des banques et des assurances ou simplement des sociétés, sociétés anonymes et autres. Et ces exemples que je viens de citer sont tous dotés de personnalité juridique. Donc, selon moi, ça me semble assez évident qu'on devrait assez rapidement tendre à une personnalité juridique pour l'intelligence artificielle. Et moi, je suis en partie d'accord avec Jenny. Je ne pense pas qu'on puisse doter l'intelligence artificielle d'une pleine personnalité juridique. Je pense concrètement, effectivement, pour la question du Rembrandt, c'est effectivement c'est l'intelligence artificielle qui a elle-même créé le tableau, donc forcément, ça doit lui appartenir. Mais moi, en fait, là où ça me pose un problème, c'est qu'en fait, on risque de déresponsabiliser l'être humain. En fait, l'être humain va dire, bon, écoutez, c'est pas moi, c'est l'intelligence artificielle. C'est pas mon problème. Et moi, je pense qu'il faut quand même le responsabiliser. Alors, on va me dire, oui, mais c'est comme les sociétés anonymes, SARL qu'on a créées pour mettre concrètement un tampon entre l'acte, la responsabilité, qu'elle soit civile, enfin surtout sur le plan civil, et ceux qui sont derrière. Alors, ça marche sur le plan civil, peut-être. La société peut elle-même être assignée si elle doit des dettes ou quoi que ce soit. Mais je pense que par exemple sur le plan pénal, ça risque de déresponsabiliser. Et je vois mal, typiquement, si une voiture autonome, un exemple qui pour moi paraît absurde, je vois mal si une voiture autonome prend une mauvaise décision et fait une erreur et écrase par négligence quelqu'un. On voit mal un procureur ou un juge condamner la voiture à 3 ans de prison. Pour moi, ça me paraît un peu absurde. Donc voilà, je pense vraiment qu'il faut agir sur une sorte de charte. Il faut créer des organes de surveillance, il faut encadrer tribunal spécifique, certains droits peut-être, des devoirs sûrement. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est notamment sur le plan civil. Alors là, je parle s'il y a des juristes, je crois qu'il y en a. Surtout, c'est doter en capital. Alors, doter en capital, je pense que c'est quelque chose d'intelligent. Si l'intelligence artificielle a été suffisamment autonome pour prendre une décision et que celle-ci s'avère être une mauvaise décision, elle doit en répondre. Elle en répondra sur le capital pour lequel on l'a doté. Voilà. Merci. Formidable. Alors, en attendant qu'on puisse enlever le partage d'écran, à nouveau, je vous demande d'ouvrir vos micros en espérant que je ne vais pas être éjectée cette fois pour un bel applaudissement pour Jenny et Lesguine. Bravo à vous deux. Bravo, merci beaucoup. Formidable. Merci beaucoup. Alors, voilà, on va… Merci. C'était passionnant. On va voir vos diverses réactions. Eric, je ne te vois plus. Voilà, je te vois. Avant de te donner la parole, j'aurais souhaité que Xavier, comme on le fait à chaque fois, me dise pourquoi avoir choisi ce sujet et ces intervenants dans son livre. Bon, d'abord, vous avez remarqué, ces deux jeunes gens sont absolument magnifiques d'intelligence. Et donc, c'est toujours une bouée d'air fraîche d'écouter tout ça. Deuxième chose, le sujet
est absolument, totalement primordial. Je m'intéresse, comme vous le savez peut-être depuis longtemps, à la révolution actuelle. La révolution actuelle a beaucoup de ressemblances avec la première révolution industrielle. La question qui était posée à la fin par les deux avocats, c'est la même question qu'on se posait il y a un siècle en arrière, et un peu plus, 150 ans en arrière. Et je vous rappelle qu'on a changé notre constitution, changé toutes nos lois pour mettre l'industrie au cœur de notre société. 1848 et tout ça. Cette fois-ci, je pense que Jane a raison, on a exactement le même problème, parce que lors de la première révolution, on a inventé la société anonyme, qui était une manière de sortir l'entreprise de l'homme, de sa responsabilité. On a sorti une société auquel on a donné un statut juridique, et donc avant c'était des sociétés en nom propre. Tout d'un coup, on a quelque chose qui paraît, et il y avait déjà des juristes qui disaient « oui, mais la responsabilité, un peu comme Les Guin, mais moi je ne vois pas très bien ça », mais cette séparation a permis la révolution industrielle, la première. Sinon, on n'aurait jamais trouvé les capitaux pour investir avec autant de risques que d'investir dans les chemins de fer. Je veux dire, il faut être follow d'investir dans les chemins de fer. Eh bien, on l'a fait. Eh bien, je pense qu'on est, et je suis 100% derrière Jane, il faut vraiment saisir à quel point l'IA va transformer notre monde. Et donc, discutons. Merci. Merci Xavier, absolument. J'aurais souhaité que Eric Alves de Souza puisse avoir sa minute maintenant, et son regard de juriste avisé m'intéresse, nous intéresse toutes et tous, bien sûr. Merci beaucoup Enza. J'aimerais d'abord féliciter nos deux orateurs. Je n'avais pas le plaisir de connaître personnellement, alors c'est le mérite de ces vidéoconférences. De connaître des confrères aussi doués. C'est un sujet très intéressant. C'est un sujet qui, chaque jour, pose des nouvelles questions. Et merci de nous en introduire quelques-unes. Personnellement, vous l'aurez peut-être vu par mes quelques petits commentaires insolents, homo faber, je suis assez, comment dire, de tendance libérale en tant que juriste. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on puisse limiter l'inflation législative. J'aimerais qu'on revienne toujours au principe fondateur du droit. D'ailleurs, vous l'avez dit, au fond, le droit s'attache à la personne humaine. Le droit est né autour de la personne humaine. Le droit a connu un développement dont vous parlez, M. Gruber, sauf erreur, oui, qui… Pardon, oui, je crois que c'était Xavier. Non. Excusez-moi. Non, c'était Xavier. Voilà, la révolution industrielle. Donc là, le droit a créé un nouveau sujet qui est la société anonyme ou la SARL. Pour faire quoi en fait? Pour fédérer des moyens financiers. Je pense que, je suis d'ailleurs pas sûr que le RGPD soit assez tôt pour juger qu'il est une réussite, personnellement. Mais je pense que j'aimerais qu'on réponde à ces deux questions. Un logiciel d'intelligence artificielle va toujours être utilisé par une personne. Il y aura toujours quelqu'un qui va l'insérer dans le circuit de réflexion ou de production. Pourquoi est-ce que ce n'est pas vers cette personne qu'il faut se tourner pour instaurer des droits et des obligations? Et pour cela, l'arsenal législatif, on l'a déjà aujourd'hui et il n'y a pratiquement pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Deuxième question, ou toujours sur la première, pour vous donner un autre exemple, les biais racistes. Vous avez évoqué que l'intelligence artificielle peut avoir des biais racistes, mais un juge peut en avoir tout autant. Et si un juge qui utilise un logiciel d'IA pour rédiger un jugement, eh bien, laisse des propos racistes émarger de ce jugement, il sera sanctionné. Donc, l'outil est là. Ma deuxième question, c'était comment tracer la frontière entre un logiciel ordinaire qui ne devrait pas susciter toute cette régulation que vous appelez de vos voeux,
et puis un logiciel d'intelligence artificielle. Anecdotiquement, mon fils développe des logiciels d'intelligence artificielle dans le domaine du supply management, donc dans l'approvisionnement des grandes entreprises, sur la base d'un algorithme que ces jeunes ont inventé lors de leurs heures de loisirs à l'EPFL. Et je ne vois pas, en les conseillant un peu en tant qu'avocat et père, je ne vois pas la nécessité d'intervenir à ce niveau-là pour brider cet élan de création. Merci Eric. Si on demandait quelle est la différence entre un logiciel ordinaire et un logiciel IA, peut-être serait-il emprunté de répondre. Pardon, Madame la Présidente, j'ai dépassé mon temps de parole. Mais je reconnais bien ton enthousiasme là. Merci beaucoup. En fait, j'aimerais peut-être compléter la demande d'Eric en disant, au fond, aujourd'hui, cette conférence est basée sur l'avancement de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais si on se base, je crois que c'est dans un pays, Xavier, tu vas m'aider, un pays arabe où ils ont doté déjà d'un statut juridique Sonia, qui est un robot. Sophia. Arabie Saoudite. Voilà, qui elle a déjà un statut juridique, me semble-t-il. Qui veut répondre? Jemlis, Letsky? Oui, alors, en fait, oui, ils ont… Alors, peut-être pour répondre juste dans l'ordre très rapidement. Oui, alors, l'Arabie Saoudite a doté un robot, est-ce qu'on peut le qualifier d'intelligent, ou un robot, Sophia, de la personnalité juridique, mais il faut remettre dans le contexte. Ils l'ont doté parce qu'ils voulaient donner un gros coup de boost à leur scène tech. C'était pas encadré, c'était le roi concrètement, peut-être pour faire un peu dans le cliché, mais c'était le roi qui a choisi de doter de doter les robots de la personnalité juridique, sans vraiment, il n'y a pas de processus, disons, réflexionnel là derrière. Ils ne sont pas dit quels sont les problèmes, les problématiques par rapport à ça. On peut rien tirer de cet exemple-là concrètement. C'est pas comme s'il y avait un pays qui avait dit aujourd'hui, bon, effectivement, les logiciels là doivent y répondre. Là, on peut rien tirer par rapport à ça. Et puis juste pour répondre à Xavier, je ne suis pas contre la personnalité juridique pour les robots, mais je dis qu'on ne peut pas donner la pleine personnalité juridique, et c'est là que c'est différent. Voilà. Alors moi, je vais peut-être répondre brièvement à Maître de Souza. Alors bon, évidemment, comme vous le savez tous, on est des juristes, on n'est pas des techniciens. Donc, comment faire la différence entre un logiciel standard et un logiciel doté d'IA? Je pense que pour moi, en tout cas, avec mes compétences absolument inexistantes en tant que matheuse ou informaticienne, la différence est sur la capacité ou non du logiciel de s'améliorer, d'apprendre, et voire même de devenir dangereux. L'amélioration même du logiciel par le logiciel lui-même, en fait, et le changement, l'évolution. Ça, c'est vraiment, selon moi, ce qui fait la différence entre un logiciel standard et un logiciel doté de l'intelligence artificielle. Alors, vous avez raison. Derrière chaque logiciel doté de l'intelligence artificielle, il y a un homme, ce qui est le cas également de toutes les sociétés. Derrière chaque société, il y a des hommes, et c'est les hommes finalement qui prennent les décisions au sein de l'actionnariat ou au sein du conseil d'administration. Mais la différence, en fait, et la raison pour laquelle je pense qu'il faut vraiment avoir cette réflexion, c'est qu'on arrive avec les logiciels dotés de l'intelligence artificielle à avoir des logiciels qui prennent des décisions par eux-mêmes. Et là, du coup, on se retrouve vraiment avec quelque chose, et c'est vraiment quelque chose, c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose qui a pris une décision qui peut avoir des conséquences sur la nature, sur l'être humain, sur plein de choses. Donc, du coup, effectivement, selon moi, il doit vraiment y avoir un débat, et à quoi est-ce qu'il va mener? On n'en sait rien, mais il y a des pistes, en tout cas, qui devraient être envisagées concrètement. Et peut-être je peux encore répondre à la question du juge raciste et puis de l'intelligence artificielle raciste. Oui, mais en fait, le juge, même s'il est raciste, à un moment donné, par un élan d'humanité, il pourrait encore se dire non, je ne vais pas réfléchir de manière raciste, alors que l'intelligence artificielle, ça sera automatique pour elle. Donc en fait, elle est dictée quand même par son biais.
alors que le juge, très fortement, le sera aussi, mais peut-être pourra rétro-pédaler, comme on dit. Merci beaucoup. Alors, j'essaye un petit peu de voir au niveau des questions. Magali, en oubliant ta fiduciaire, toi, tu t'interrogeais par rapport au droit d'auteur. Je m'interroge par rapport au système économique. Je dis, ou bien on est dans un système économique capitaliste où il y a des propriétaires, donc des responsables, ou bien on est dans un système, on a eu une excellente présentation de ce qui se passe en Chine la semaine dernière, on est dans un système où on partage l'intelligence, où on partage les trouvailles, un système genre CERN, où il y a très peu de brevets, où on ne revendique pas la propriété de ce qu'on trouve, et à ce moment-là, on parle d'autre chose, n'est-ce pas? Moi, je pense que, bon, c'est clair que dans le système actuel, j'ai cru comprendre quand même que même les sociétés anonymes peuvent avoir une responsabilité pénale, hein, pour en particulier des dommages qu'elles créent aux environnements. Ça existe, la responsabilité pénale de la personne morale. Donc, ça ne serait pas ça l'argument essentiel. Ce que je pense, tout à fait comme M. Alves de Souza, c'est qu'il y a un homme à l'origine, il y a des êtres humains à l'origine quand même de l'affaire, même d'une affaire qui prendrait des décisions pseudo-autonomes. Donc, je pense qu'il faut quand même toujours rechercher l'auteur. Bien sûr qu'on s'est posé la question des voitures autonomes, pseudo-autonomes. Enfin, en l'occurrence, ça me paraît quand même évident. Puis, de toute façon, les juges auraient tout le temps d'en discuter, que la responsabilité du constructeur est quand même mise en cause si cette voiture ne fonctionne pas comme elle devrait et qu'elle écrase des gens là où elle ne devrait pas les écraser. Donc, je pense que de toute façon, on aura toujours le problème de la moralité. Et puis, le problème de la moralité, il est lié au système économique qu'on choisit. On vit actuellement dans un système où on sait qu'on est dominé par des toutes grandes sociétés multinationales qui nous imposent leur système de valeurs. Bon, c'est clair qu'elles nous imposeront aussi leur vision de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et de toute façon, sans doute, ne pourrons-nous rien y faire. Voilà. Merci Magali. C'était plus une remarque qu'une interrogation. Alors, je peux poser la question autrement. Pensez-vous qu'on pourra y faire quelque chose? Maître. Moi, je n'ai pas envie d'être fataliste. Moi, je pense qu'on peut faire quelque chose. Je suis une pro de l'open access complet. Hein. Vous avez parlé du CERN et des découvertes du CERN qui sont mises à disposition de tout le monde. Moi, je vais même plus loin. Je suis une pro de l'open science. Je suis une spécialiste de propriété intellectuelle, mais pour moi, la propriété intellectuelle bloque l'innovation. Donc, je suis vraiment complètement ouverte sur le concept de ce qui peut appartenir ce qui peut aider tout le monde devrait appartenir à tout le monde. En revanche, je suis une capitaliste quand même, et je pense qu'à un certain moment, il y a des risques qui doivent être pris. Les risques doivent être rémunérés. Et la seule manière de rémunérer les risques, c'est le capitalisme finalement. Une manière directe de rémunérer les risques, c'est par le capitalisme. Et donc, effectivement, comme Xavier le disait tout à l'heure, doter l'intelligence artificielle d'une personnalité juridique et d'un capital pour que finalement, il y ait un certain risque, que les gens osent prendre certains risques pour nous aider finalement dans l'évolution qui doit être réglementée selon moi. Merci beaucoup. On ne va pas avec Magali ce soir parler capitalisme, on va passer à autre chose. Jacques Rubert, le CERN. Quand on a été ingénieur au CERN pendant si longtemps, est-ce que quel positionnement? Oui, merci Enza et bonsoir à tout le monde. Effectivement, c'est un sujet vraiment captivant, je dois dire. Moi-même, j'étais ingénieur physicien, 40 ans dans le monde du CERN. Comme je le disais à la dernière conférence, la dernière présentation, nous n'avions pas de brevet au CERN, donc effectivement, ça a quand même facilité énormément la collaboration à l'échelle du CERN, bien entendu. Il faut bien voir que c'est de la recherche fondamentale, très pointue, mais quand même, les dépôts de brevets certainement freinent beaucoup dans l'industrie l'initiative. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec les questions de statut juridique nécessaires ou pas. Néanmoins, toute la question est de savoir si un robot est un substitut de l'homme ou pas. Si ce n'est pas un substitut de l'homme,
et qu'on perd effectivement le contrôle de l'intelligence artificielle, alors où est-ce qu'on va? La question est là. Techniquement, c'est difficile de dire, on perd le contrôle de ces intelligences. Il faut quelque part que ça soit contrôlé. Ceci dit, un statut juridique est certainement nécessaire, par exemple pour les voitures, par exemple pour d'autres cas où effectivement il y a un accident. Et là, la question que je poserais, c'est est-ce qu'on punit et comment? Parce que ça ne suffit pas d'avoir des droits et des devoirs, il faudrait aussi à ce moment-là punir. Alors, est-ce qu'on peut punir une voiture Tesla à part la détruire? Peut-être que j'y réponds, mais effectivement, c'était ça la dotation, l'idée de la dotation au capital. Punir, oui, en gros, c'est de la rendre responsable pour sa mauvaise décision. Exactement, c'est de la rendre responsable. C'est la dotation au capital, comme on l'a créé pour les sociétés anonymes. Tout ça. Après, il y a le côté pénal qui est peut-être un peu plus problématique. Pour la mauvaise décision. Et c'est d'autant plus problématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez dit, il y a certaines décisions, on ne sait pas. Alors en fait, il y a ce qu'on appelle la boîte noire dans l'intelligence artificielle. Concrètement, c'est que la décision, on n'arrive même pas à comprendre comment le logiciel en est arrivé là. En gros, c'est que même ceux qui ont développé le logiciel n'arrivent pas à comprendre comment on est arrivé là. Donc ça nous échappe complètement, le processus de prise de décision. Ça échappe complètement, c'est ce qu'ils appellent la boîte noire. Et c'est pour ça que j'avais proposé, ou avec Jane, on en avait discuté, l'idée en gros, c'est de la transparence dans les données qu'on donne, et c'est surtout de l'intelligibilité. En gros, c'est comprendre comment, la transparence également, comprendre comment tout le processus décisionnel. Ce n'est pas facile, mais je suis, comme Jane, un optimiste par nature, et je pense que ce sera possible. Mais c'est vrai que la question de la responsabilité pénale en cas de prise de décision. Alors, prenez la voiture, mais on peut prendre le drone aussi. Ou bien récemment, il y a eu avant-hier, il y a eu un jugement d'un pilote de l'armée suisse qui a été jugé, il a été acquitté en l'occurrence, parce qu'il aurait pris une mauvaise décision par négligence. Voilà. Imaginez-vous que ce soit l'intelligence artificielle qui prenne ces décisions et que ça débouche sur un accident. C'est difficile à répondre. C'est difficile à répondre. Merci. Pour la punition pénale, on est tous d'accord que ça semble un petit peu ridicule de mettre une Tesla à Chandelon. Mais pour la punition civile, en revanche, je pense qu'on peut faire des choses qui soient assez intéressantes, mais qui seront en revanche pas novatrices. Ce qui se passe pour les banques ou les assurances, par exemple, elles ont des obligations de réserve en fonction de leur pouvoir de nuisance, finalement. C'est comme ça. Donc, pareil, je pense que la technologie qui a généré le Next Rembrandt n'a pas un pouvoir de nuisance énorme. Donc, par conséquent, s'il y a un organe de surveillance qui lui demande des réserves, de se doter de réserves, les réserves pour cet algorithme-là ne devraient pas être énormes. En revanche, la Tesla, elle a un pouvoir de nuisance qui est assez important. Le drone qui lâche des bombes encore plus. Et du coup, voilà, pour être mis sur le marché, pour avoir une autorisation d'être mis sur le marché, selon moi, il faudrait effectivement réguler la dotation du capital. Ce ne serait pas simplement un capital comme une SA avec 100 000 francs qui est bien ridicule par rapport aux dommages que ça peut créer, mais avec des réserves obligatoires. Merci. Mais dans ce cas-là, juste une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une assurance pour chaque robot? Oui, on y avait pensé aussi. C'est vrai qu'on y avait pensé avec Xavier, je ne sais pas si tu te rappelles. On avait pensé à ça. Une assurance. En gros, ce serait pour garantir. Ce serait pour garantir. Mais bon, on reste sur le plan civil, encore une fois, avec l'assurance. Pardon, mais il va falloir vraiment un petit peu accélérer parce que je tiens à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Peut-être, si vous êtes d'accord, Jen-Lise et Leslie, un des deux répond. Voilà. Sinon, je vous garde de manière obligatoire jusqu'à minuit. Alors, justement, Aline Roulin, sécurité dans la construction, est-ce que mettre ça en termes juridiques, est-ce que ça fait sens pour vous? Je n'ai pas compris. Aline Roulin, vous m'entendez?
Vous êtes dans la Oui, construction oui, je vous entends, bien sûr. et la sécurité, n'est-ce Oui. pas? Voilà. Oui, mais alors, pas votre niveau, hein, loin de là, hein, très loin de là. Mais le sujet est très, très intéressant. Et puis, effectivement, c'est une question qu'on se pose. Jusqu'où allons-nous, donc, hein, les entreprises, aller avec l'intelligence artificielle et aussi quelles sont nos responsabilités, hein, ça m'a fait bien rire de mettre une Tesla Chandelon, mais effectivement, à ce moment-là, qui est responsable si un accident est commis? Et je parle que d'une Tesla ici, vraiment quelque chose, je dirais, qui, au plus, aujourd'hui roule. Hein. Donc, de savoir, voilà, par rapport, on a entendu dernièrement qu'il y avait justement des drones qui arrivent à attaquer malheureusement des gens, des cibles, quelles sont leurs responsabilités, qui est là derrière, celui qui a donné la cible, alors ça je pense quand même, ou celui qui a fabriqué cet objet, peut-être que l'objet a été détourné également, lui il ne pensait pas du tout le mettre à mal à profit, ce qui m'étonne quand même un peu, mais voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est jusqu'où on va. Les fabricants ont peut-être des bonnes intentions, leurs intentions vont être détournées, comme ça arrive régulièrement dans beaucoup de choses, et quelle responsabilité à chacun envers tout ça. Voilà, moi je suis dans le désamiantage, donc vous voyez là, la responsabilité, elle est aussi très, très, très difficile à décerner, mais c'est un autre sujet. Merci Aline. Qui veut répondre? Je veux bien. Ok. Pour reprendre l'exemple des sociétés, des SA, SARL, en fait, il y a une responsabilité en cascade, hein, il ne faut pas oublier ça. D'abord, en gros, on va rechercher qui, à l'interne de la société, a fauté. Ensuite, si on arrive à trouver personne parce qu'il y a un défaut d'organisation, donc je fais très court, hein, parce qu'on arrive à trouver personne parce qu'il y a un défaut d'organisation, on va mettre une amende à la société, une amende qui peut être salée. C'est pour ça que je reviens sur la première chose qui, pour moi, est très importante, c'est comprendre le processus décisionnel. Donc, en gros, il faut une transparence complète. Et si on arrive à tracer, à se dire, bon, en fait, c'est un défaut d'ingénierie, donc éventuellement, c'est le producteur, ok. Mais si après, si on n'arrive pas à comprendre ça, ben là, ça pose un problème. On mettra une amende à la Tesla et elle ne sera pas contente. Et voilà. Mais disons que c'est un peu… Là, en l'occurrence, je ne vois pas d'autres possibilités. Merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut une législation. Oui, on ne vous entend pas très bien, Aline, pardon. Tanguy, tu avais aussi quelques interrogations que tu as écrites. Est-ce que tu veux nous les dire? Moi, la question que je me pose, c'est que l'intelligence artificielle, elle est multiple. Elle se cache derrière toutes sortes de machines, d'engins, d'ordinateurs. Et si elle a un niveau d'apprentissage automatique qui devient équivalent à celui de l'être humain, la question que je me pose, effectivement, c'est comment contrôler la production intellectuelle de cette intelligence artificielle. Alors oui, il faudra contrôler, il faudra sanctionner, il faudra trouver les responsabilités. Et ces responsabilités, pour moi, sont au moins à 3 niveaux. La responsabilité, bien sûr, du fabricant à l'origine de cette intelligence artificielle, mais aussi une responsabilité au niveau de l'exploitant, de celui qui exploite, qui utilise cette intelligence, parce qu'il, par la façon dont il va l'exploiter, il va modifier cette intelligence, et puis également l'utilisateur, parce que l'utilisateur, en fonction des réponses qu'il va donner, il va modifier aussi cette intelligence. Donc, c'est extrêmement complexe et il faudrait une responsabilité, concevoir une responsabilité, mais à plusieurs niveaux, sur différents niveaux. Qu'en pensez-vous? Il y a du travail pour les juristes, hein, ça c'est top. Qui veut répondre? Jean-Lise? Oui, je peux répondre. Alors, par rapport au contrôle, je suis parfaitement d'accord. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on suggère l'organe de surveillance qui, finalement, chapeaute le tout et vérifie comment l'algorithme fonctionne et quelles sont les données qui nourrissent l'algorithme.
comme ça, quand on parle d'organes de surveillance, ça peut paraître un peu abstrait. Mais on voit ça tous les jours, et notamment aujourd'hui avec le Covid et le vaccin du Covid. Il y a des organes de surveillance. Là, en l'occurrence, pour les vaccins, c'est Swissmedic qui teste les vaccins avant de les mettre sur le marché. Et voilà, ils regardent autant de données qu'ils ont. Ils vont questionner les pharmas pour essayer d'avoir des réponses, et en fonction des réponses qui leur sont données, ils leur disent « Go, vous avez le droit de vacciner les petits Suisses » ou « Non, vous n'avez pas le droit de vacciner les petits Suisses ». Des organes de surveillance, on en a beaucoup. Donc, du coup, d'essayer de mettre en amont de tout ça un organe de surveillance qui fonctionnerait finalement comme Swissmedic, et puis qui donnerait le droit d'exploiter l'algorithme en tant que tel, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Après, au niveau de la responsabilité, effectivement, qui est responsable? Alors, si l'intelligence artificielle n'est pas dotée d'une personnalité juridique, il semble évident qu'il va falloir chercher une responsabilité à 3 niveaux, fabricant, exploitant, utilisateur. En revanche, si on arrive à doter l'intelligence artificielle de personnalité juridique, la responsabilité serait sur ce chapeau qu'il y a au-dessus de l'intelligence de la technologie, de l'algorithme qui est exploité par l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci Tanguy de ton intervention. Je vais peut-être… Alexis, tu es là ou tu as laissé ton chien robot juste sur la photo? Dans la communication. Il est beau ton chien robot. Merci beaucoup pour lui. Il s'est réveillé du coup. J'ai entendu tout, mais par contre, j'ai pas vu une question ou pas. J'ai pas entendu, pardon. Oui, dans la communication qui est ton domaine, est-ce que dans quel comment ça peut se traduire cette responsabilité? Est-ce que tout d'un coup, des mails qui partiraient de chez toi pour communiquer à outrance, est-ce que… Alors oui, bien sûr. Et puis, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez abordé rapidement le point sur ce qui est de la RGPD aussi. Tout ça, c'est un petit peu ce qui est discuté dernièrement. Je dirais que aujourd'hui, le problème avec Internet, c'est qu'on a la possibilité, avec la multiplication des emails, des profils physiques de personnes qui sont finalement pas des réels profils physiques. C'est là où ça pourrait être un petit peu la faille ou la problématique qu'on a. Quand il s'agit de profils officiels ou d'adresses email officielles, en général, le spam qu'on appelle, donc l'envoi d'emails important, tout ce genre de problématiques de programmation autonome, c'est plus trop utilisé parce que maintenant on a tout ce qui est messagerie qui va blacklister automatiquement ces adresses-là, qui font un peu du phishing ou ce genre de choses, donc qui est tout un peu du mail abusif, pour reprendre tes termes. Maintenant, on a des technologies qui nous permettent de lutter un petit peu contre ça. Maintenant, le problème étant que on peut multiplier le nombre de profils et d'adresses email, et puis du coup, envoyer après par ce biais-là, là, c'est plus complexe, je dirais. Là, on rentre dans les problématiques plus complexes. D'accord. Tu as une question ou pas plus que ça? Peut-être, je vous propose, au vu de l'heure qui a terriblement avancé, de pouvoir donner la minute d'intervention aux personnes qui sont là, et ensuite, Jen-Lise et Leslie, vous terminerez chacun sur le tout. Ces conférences passent à une vitesse incroyable. Madame Troll, peut-être, il nous semble que vous êtes dans la communication à l'État, ou on se trompe? Oui, effectivement, je suis dans la communication à l'État. Je suis très intéressée par ces problématiques parce que je pense qu'effectivement, on va avoir un certain nombre de problèmes et l'intelligence artificielle nous échappe. On a beaucoup parlé de la problématique de la black box. On sait très bien que tout dépend de la qualité des données qui rentrent, que du coup, l'output dépend principalement de ça. Et effectivement, on ne sait pas trop ce qui se passe au milieu.
ça fait partie des choses qui nous échappent considérablement et que je partage. Voilà, j'ai une formation aussi de juriste, donc c'est pour ça que ça m'intéresse de voir où en est l'état du droit à ce stade et qui nous laisse particulièrement démunis pour tout ce qui est en particulier totalement autonome. Je pense à la grande problématique des robots tueurs, on a parlé des voitures, on a parlé, il y a tout un tas de domaines, par exemple, ne fût-ce que les décisions bancaires qui sont aussi prises par des algorithmes, on ne sait pas sur quels critères. Il y a le grand problème, à mon avis, c'est que la plupart des gens ne sont absolument pas informés de l'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle et du coup sont complètement aussi démunis par rapport à ce type de décision et d'utilisation. Puis à un certain moment, est-ce que l'État, peut-être vous nous répondrez tout à l'heure, Jenny Zeletzkin, est-ce que l'État va pouvoir, quel est le rôle, qu'est-ce qu'il doit faire dans tout ce débat? Mais peut-être, traversons la Méditerranée, Islam, comment vas-tu? Nouvelle Barbe. Comment ça va en Algérie? Bonsoir à tous. Écoute, ça va bien. Bon, moi, je sors d'un Covid, mais ça va, ça va. La vie reprend son cours. La fatigue est toujours présente, mais la vie reprend son cours. On a une résurgence. Désolé, je voulais être plutôt connecté, mais je sors d'une conférence Emerging Valley qui distinguait des lauréats dans les startups par rapport à ce qui est domaine de santé, etc., dans le bassin méditerranéen et particulièrement le Maghreb. Donc, désolé pour mon retard. Toi, tu fabriques, hein, tu es fabricant industriel? Exact. Je fabrique des encres d'imprimerie. C'est une tradition familiale depuis les années 60. Et ici, dans mon domaine, j'ai au moins la chance que ça ne soit pas complètement arrêté. Ça continue quand même si ce ne sont pas les années folles et les années fastes. Mais il y a un minimum qui perdure, même, et puis ça dépend des domaines. Hein. Il y a des domaines qui sont complètement sinistrés, notamment le BTP, le domaine des services, l'événementiel, tout ce qui est agence de communication. Ça, c'est vraiment dramatique. Mais il y a certains domaines qui arrivent un petit peu. Ma question, c'était est-ce que dans l'intelligence artificielle entre dans la fabrication de tes produits aujourd'hui? Non, pas encore. Okay. Pas encore. Comme j'expliquais une fois, je crois que je ne sais plus c'était quel webinaire cet été, puis j'expliquais à toi et à toutes les personnes présentes durant le webinaire qu'on a tellement de contraintes, que ce soit au niveau électrique, que ce soit au niveau… c'est pas non plus la catastrophe totale, mais qu'on a du mal. Moi, je dis toujours à des fournisseurs de machines, essayez de me proposer des équipements qui soient pas trop sensibles aux fluctuations électriques, qui nécessitent vraiment des choses très pointues, où on peut griller des cartes électroniques, etc. Donc, j'aimerais beaucoup ça, parce que j'ai des partenaires en Europe, je suis un peu frustré parfois parce qu'on n'arrive pas encore à développer tout ça comme on voudrait, mais il y a certaines entreprises qui sont quand même pas mal avancées dans le domaine. On a des fabricants de cartes électroniques, enfin, on appelle ça les cartes mères, les cartes électroniques. On a maintenant des champions, des locomotives en termes d'entreprises privées qui exportent dans le monde entier. Eux arrivent quand même un petit peu à s'en sortir par rapport à l'intelligence artificielle. Mais merci beaucoup, Islam. Merci vraiment beaucoup d'être là. Puis soigne-toi comme il faut. Je t'en prie. Ça me fait plaisir de te retrouver et de retrouver les webinaires. Super. Merci beaucoup. Laetitia, là aussi, on est dans la communication. Comment tu es là parce que le sujet t'intéresse ou parce que tu as une question très particulière? Il faut mettre le micro en marche. Micro. Laetitia, micro. Laetitia, voilà. Désolée. Je suis là parce que le sujet m'intéresse, parce que ça fait partie aussi l'IA fait partie d'une chose que j'utilise actuellement dans le cadre de mes nouveaux projets, parce que comme ça a été dit, le secteur de l'événementiel et tout ce qui est dans la communication a été impacté par la COVID.
mais en fait, parmi mes zones d'extension et de développement, j'ai des produits qui en fait utilisent majoritairement l'IA. Et moi, l'idée que j'ai, c'est en fait comme toute nouvelle chose, on ne peut pas avoir un retour d'expérience sans avoir l'utilisé. On ne peut pas sanctionner, déjà parler de sanctionner sans éprouver. L'IA en fait existe depuis très longtemps, mais elle est actuellement de plus en plus utilisée et on nécessite vraiment de l'utiliser, de le connaître, de le vulgariser pour connaître ses contours, savoir comment éviter ses méfaits et utiliser sa substance parce que quoi qu'il en soit, elles contiennent des éléments qui peuvent nous amener loin. Maintenant, il s'agit de mieux comprendre pour maîtriser. Mais on ne peut pas se lever comme ça et vouloir sanctionner les utilisateurs, les fondateurs. Pour moi, ce n'est pas la bonne démarche. Il faut aller au-devant de l'IA, découvrir, comprendre, composer, et puis corriger. Et si vraiment il y a une persistance dans les méfaits, là, penser à sanctionner. Mais on ne peut pas se lever comme ça une seule fois et pour quelque chose qui est utile. Parce que moi, je construis un village virtuel où j'invite tous ceux qui font de l'événementiel à se déporter là-dessus pour continuer à proposer des choses intéressantes, à rencontrer les gens et à continuer à faire ce qu'on fait. Et c'est possible. Donc, pour moi, je vote pour l'IA. Merci beaucoup, Laetitia. Super. Alors, justement, on parle un peu d'enfance, d'informatique. Stéphane, alors je ne sais pas si on dit Gano ou Gasno. Est-ce que vous êtes là? Attendez. Oui, je suis là, excusez-moi, vous m'entendez bien? Bien sûr. Alors, l'avenir Oui. de tout ça, quand on est dans l'informatique et en phase avec des enfants. Moi, je suis très intéressé. Bon, moi, je suis dans dans le développement de programmes et donc finalement, c'est le stade qui précède l'intelligence artificielle, puisque un système d'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins qu'un algorithme qui doit prendre à la fin des décisions, qu'elles soient, je vais dire, physiques ou comment dire, voilà. Et moi, mon interrogation, c'est, on a quelqu'un qui travaille au CERN. Le CERN est à l'origine, sauf à ma part, d'Internet, etc., de ce concept. Et en fait, plusieurs dizaines d'années après, on n'a pas vraiment de système organisé sur la validité des informations, sur ce qui est moral, ce qui est éthique et autres. Et on arrive des fois avec des systèmes qui sont un peu où on censure l'information, donc on passe un peu d'un extrême à l'autre. Et je crois que c'est le bon moment par rapport à l'intelligence artificielle à se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui, d'un point de vue juridique. Ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, comment on doit envisager les effets secondaires négatifs qui peuvent arriver de décisions ou d'actes, dans le cas d'un drone, afin de ne pas, comment dire, de ne pas laisser ce système sans guide, sans contrôle. Je crois qu'il faut tirer les enseignements d'Internet et les appliquer à l'intelligence artificielle. Et c'est grand temps de le faire. Parce que si aujourd'hui on dit on a des boîtes noires, on ne sait pas comment fonctionne un système, c'est parce que derrière il y a un tel niveau de complexité qu'on ne maîtrise plus la décision. On ne sait pas sur quoi elle est fondée. Donc c'est un peu ma réflexion, on va dire, d'informaticien sur l'intelligence artificielle. Soyons prudents et modérés. Le progrès, ce n'est pas toujours un progrès. Ça présente des risques. Oui, à chaque fois. Merci beaucoup de ce témoignage. Il me semble qu'il y a encore Christina, plutôt dans l'art, justement. Bonsoir Enza, bonsoir tout le monde. Oui, moi ça m'a interpellée. Moi j'ai beaucoup aimé la conférence. Bon, on a trop de vagues et puis pas beaucoup de réponses, mais c'est pas grave, ce n'est que le début. Concernant le tableau, oui, les droits, à qui on va les attribuer, mais alors c'est aussi du capitalisme.
Alors, on va attribuer, admettons, un droit sur le tableau qui a été exécuté. Et puis, on va donner où cet argent? On va le garder pour l'intelligence artificielle qui l'a fabriqué, puis on va créer autre chose, ou on va doter un fonds? C'est vague, hein? Si on va commencer à peindre ou bien à réaliser des choses comme ça, donc il faut quand même doter quelqu'un qui a eu l'idée, peut-être aussi, qui a pensé à l'idée. On pourra peut-être prendre les deux choses. En fait, peut-être, au fond, garder la main. Il ne faut pas que l'intelligence artificielle supplante l'homme. C'est peut-être un peu dans ses conclusions. Est-ce que j'ai donné... Je pense qu'il faut garder la main, même en responsabilité. Parce que si tu décides de mettre un drone à un tel et tel endroit, il y a quand même quelqu'un qui a pris cette décision d'envoyer quelque chose sur une cible. La même chose que tu as décidé sur l'art. À quelque part, on espère que l'homme sera encore à l'initiative, parce que sinon, c'est désolant. Alors, absolument, merci de ton intervention. Il me semble que j'ai donné la parole à tout le monde. Non, Adam? Adam, mais J'ai pas encore, oui, Adam. Alors, merci beaucoup à tous. J'ai trouvé je suis désolé, j'ai bougé parce que j'arrivais du travail, c'était un peu le timing. Et j'ai 3 filles à la maison, donc j'ai été alpagué à mon arrivée. En tout cas, j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et un des points de vue que je partage le plus, c'est la nécessité de garder un humain responsable. Ah ben voilà. Parce que c'est ça. Il faut qu'il y ait une maîtrise, parce qu'on ne peut pas envoyer un software en prison ou à la casse où il n'y a pas de conséquences assez importantes pour responsabiliser les gens qui fassent des tests, qui vérifient, etc. Et on ne veut pas non plus que ça bloque l'évolution et l'avancement des technologies, mais maintenant, est-ce que c'est l'utilisateur, c'est celui qui conduit la Tesla qui a mal enclenché son truc ou qui a mal entretenu sa voiture, du coup, Tesla est exempté de responsabilité. Enfin, il y aura de toute façon des inconnus légales où on devra générer des précédents. Maintenant, je pense que personnellement, c'est pas parce que j'ai regardé des films de science-fiction ou quoi que ce soit, mais que tout simplement, le potentiel catastrophique d'être dépassé, c'est comme j'ai vu quelqu'un qui avait écrit quelque chose sur des scientifiques qui avaient fait discuter deux intelligences artificielles et qui ont dû arrêter ça rapidement parce qu'elles ont vite développé un langage propre à eux-mêmes et que ça les a dépassés. Donc, je pense que garder un humain responsable, comme on le fait avec d'autres véhicules ou d'autres technologies, je pense que c'est une manière, en tout cas, d'avoir un garde-fou relatif et quand même flexible. Merci. Merci beaucoup. Adam, pardon. Juste, dans quel secteur es-tu? Alors, j'ai travaillé dans les banques privées. J'ai fait 10 ans de recrutement et je me suis beaucoup penché sur la question de l'intelligence artificielle par rapport au recrutement parce que je pense que les modèles actuels des grosses maisons, les Michael Page, les Hayes, tous ces gros mastodontes vont rapidement devenir obsolètes à cause de l'avancement des technologies. Et maintenant, je suis dans la communication. Formidable. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien sûr vous donner les mots de la fin. Chers conférenciers, merci pour toute cette discussion, c'est formidable. J'aimerais pas perdre Eric pour la photo. Vous pouvez rester encore tous avec nous quelques minutes. Il y aura le petit sondage que Julien a préparé. Julien, tu avais une question à poser parce que je crois savoir que le domaine t'intéresse quand même beaucoup, beaucoup. Non, pas vraiment de questions à poser. C'était juste une remarque que j'ai faite qui a été dit par Adam, à savoir que des ingénieurs sont amusés à faire parler deux IA qui sont dans deux ordinateurs et ils ont été obligés de couper parce qu'au bout d'un moment, en fait, ils ne comprenaient pas le langage et les deux ordinateurs communiquaient de manière autonome entre eux. Et le vrai problème, il est là, en fait, pour beaucoup de choses. Peur. Exactement. Ça fait peur. Alors, qui commence par la conclusion? Alors, Jane, je te laisse y aller, puis
Alors, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu comprendre, vulgariser. On a entendu garder, conserver la responsabilité humaine. Il y a énormément d'idées là-dedans. Comprendre l'IA, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. La vulgariser, c'est sans doute un leurre. On ne va pas réussir, vous et moi, à comprendre l'IA. C'est pour ça qu'il faut laisser aux spécialistes, les spécialistes faire ce travail-là. Légiférer, pour moi, je pense qu'il le faut. Si ce n'est pas par l'adoption d'une nouvelle réglementation, c'est au moins et à tout le moins par l'adaptation des règles et des lois actuelles, parce que clairement, selon moi, elles ne fonctionnent pas pour l'IA. Et adviendra ce qu'il adviendra. On a beaucoup d'idées et le rôle de l'État, vous en avez parlé, vous nous avez demandé selon nous où on voit l'État là-dedans. Du moment qu'on parle de nouvelles législations et ou d'adaptation de lois en vigueur, évidemment l'État doit être au milieu de ce débat et à nous, les êtres humains physiques et réfléchis, d'utiliser nos cerveaux et puis d'influencer nos politiques pour qu'ils aillent dans le sens qui nous convient. Merci beaucoup, beaucoup. Letsky. Oui, genre, je vais juste appuyer ce que Jane a dit. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. De toute façon, je crois qu'on arrive bientôt au bout. Non, le but, c'est pas, il faut bien comprendre, le but, c'est pas de déresponsabiliser complètement, se laver les mains pour les actes concrètement d'un robot. C'est pas ça. Le but, c'est de comprendre, anticiper d'éventuels problèmes et, cas échéant, ne pas non plus faire un frein à l'innovation parce que ce serait légiférer, comme l'a dit notre confrère Maître Alves de Souza, c'est pas non plus des solutions qui soient acceptables. Mais disons que effectivement, l'IA, c'est un sujet qui est anxiogène, qui est polémique. Il y a beaucoup de sceptiques, mais parce qu'en fait, le scepticisme, c'est que lorsqu'on ne comprend pas quelque chose. Donc, c'est pour ça que nous, notre but, c'est d'essayer de comprendre la problématique pour pouvoir l'expliquer. Et une fois qu'on l'a comprise, encore une fois, le but de l'IA, c'est qu'elle soit là au service de l'homme et pas qu'elle desserve l'homme. Elle est au service de l'homme. Et donc, c'est à peu près l'idée qu'on veut véhiculer, mais c'est jamais de déresponsabiliser les gens. C'est pour ça que j'étais pour une personnalité juridique à tout le moins partielle, quoi. Je me réjouis de vous retrouver dans 10 ans pour voir où un clone de Jane et moi. Et on n'aurait pas vieilli physiquement. Ah, ça vient. J'aimerais que tout le monde reste pour la photo. D'abord, merci d'ouvrir mon micro pour un très grand applaudissement pour nos conférenciers du soir. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci beaucoup pour les questions pertinentes et merci beaucoup en tout cas. Et merci pour l'invitation, Enza. Merci à tout le club de nous avoir invités. Merci beaucoup. Surtout en contact pour organiser justement ces prochaines conférences. Merci à Julien vraiment l'âme de tout le côté technique, entre autres. Alors, il nous a préparé un petit sondage. Est-ce que prenez 10 secondes pour mettre que vous étiez très content. Non, mettez bien sûr, nous, ce qui nous fait avancer, c'est les critiques. De toute façon, il y a un algorithme derrière qui corrige tout et qui fait vers le haut. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. En fait, on a utilisé ça pour prendre des images de vous et maintenant, on vous a fait souscrire des emprunts hypothécaires. Bon, voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a le résultat? Oui, bien sûr, bien sûr. J'attends encore un petit peu. Et j'ai cliqué le mien. Je ne peux pas soumettre le formulaire. Ah, pourtant ça fonctionne. En général, c'est qu'il manque une question. J'en ai loupé une aussi. Ah, voilà, c'est ça. Il faut revenir. Oui, d'accord, bien joué, merci. Bon, ben, tant pis, c'est pas très grave. Est-ce que tout le monde est là? Non, il manque quelqu'un, puisque nous sommes 17 et il n'y a que 16 personnes. Ah, voilà, très bien. Merci beaucoup.
Très bien. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Alors, c'est la dernière photo déjantée de ce cycle de conférences en 2020. On recommencera avec un programme que je vous invite vraiment à aller voir. Bloquez vos lundis soirs et peut-être avec bonheur d'autres dates dès que ça sera permis. La photo déjantée, c'est celle-ci bien sûr qui va sur les réseaux sociaux. Comme vous voulez, une grimace, un sourire. Alors, moi, j'ai demandé Ah, viens là. Noël. Viens ici. C'est Julia qui prend la photo. Ah, Jane, c'est bien. Julia, on ne te voit pas très bien. C'est bon. 1, 2, 3. Super. Merci à toutes et à tous. Moi, Enza, j'ai le vrai nounours. Pardon? Oh, j'ai le nounours, regarde. Oh, trop adorable. Merci, on va peut-être arrêter l'enregistrement parce qu'on ne va pas nous prendre au sérieux sinon sur YouTube. Merci beaucoup. Je me réjouis de vous retrouver en